Ok, on continue sur ces capsules STT 5100. Donc, on est toujours sur ces aspects de complément de statistiques. Alors, j'arrive toujours pas à savoir si jamais c'est des compléments ou des rappels, cette section-là. Et je voulais parler de méthodes de simulation en statistique, parce que va nous servir énormément quand on fera des modèles, en particulier dans les GLM. Euh, et pour faire très rapide, c'est quasiment tout ce que je vous ai raconté, le maximum de vraisemblance, on sait comment ça se comporte asymptotiquement. Le problème, c'est qu'est-ce que je peux faire quand je ne suis pas dans l'asymptotique? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas assez de données? Ok. Donc, on verra que les méthodes de simulation sont une méthode particulièrement importante et riche pour euh, dire des choses, en particulier sur la distribution de nos estimateurs, pour faire des intervalles de confiance, voire faire des tests quand on n'a pas assez d'observations. D'accord. Donc, ces méthodes-là, donc ce que j'appelle simulation bootstrap. Donc, je parlerai beaucoup de bootstrap parce que c'est une technique euh, particulièrement forte, qui est basée, c'est pour ça que j'avais fait cette capsule sur les estimateurs non paramétriques de loi, où j'avais défini la fonction de répartition empirique, par exemple. Euh, c'est vraiment des techniques qui sont devenues essentielles, en tout cas quand on veut faire de la statistique. Donc ça s'appelle classiquement de la statistique computationnelle. Okay. Donc l'idée est plus forcément de faire des théorèmes mathématiques, mais plutôt de se demander est-ce que je peux utiliser l'outil informatique pour faire de la statistique. Et en fait, c'est exactement là-dessus qu'on va jouer dans ce cours de modélisation, le cours de modèle linéaire appliqué. C'est vraiment l'idée de comment construire des modèles mathématiques. Et quand on arrive à la fin, au niveau des limites, est-ce que je peux utiliser l'outil informatique pour dire des choses? Et ce sera encore plus le cas dans le second cours, qui est ACT 6100, où là, on exploite abondamment l'ordinateur en disant il y a des cas pour lesquels je n'ai même pas envie de construire de modèle. Je demande à l'algorithme de trouver un modèle optimal. Donc, c'est plutôt l'apprentissage machine et ce genre de choses. Okay. Donc, voilà pour l'introduction générale et le contexte. Là, je vais juste passer, j'ai prévu juste 13 slides, donc ça va aller très très vite, pour vous faire quelque chose qui, à mon avis, pourrait faire l'objet d'un cours complet, qui doit sûrement faire l'objet d'un cours complet, mais je n'ai pas le cycle du cours, de statistiques computationnelles. OK, on y va. Donc, le point important dans les méthodes de simulation, alors, quand je vous dis complément, c'est sûrement, de mémoire, c'est pas forcément beaucoup abordé dans le cours de STT 1000, le cours de Stat 1000. Mais il y a certaines années où je sais que c'était abordé. Donc peut-être que vous en avez entendu parler, mais c'est aussi abordé dans certains cours que vous avez eu par ailleurs. C'est que les méthodes de Monte-Carlo en finance, vous l'avez forcément déjà vu, pour faire un certain nombre de calculs, ça peut être pour approcher des prix d'options, ce genre de choses. Okay. Donc les méthodes de simulation, c'est ce qu'on appelle aussi méthode de Monte-Carlo, c'est des choses très importantes. Là aussi, vous avez un certain nombre de cours de proba. Vous l'avez peut-être déjà vu en cours de proba. Le théorème central qu'on va utiliser, c'est ce petit théorème que j'avais déjà un petit peu rappelé dans les rappels de proba, même si c'était un peu caché dans toutes les choses que je rappelais. Le théorème important, c'est le suivant. C'est que si vous avez une fonction de répartition grand F, okay, si vous avez une loi uniforme sur 0,1, alors la variable f-1 de u. Alors f-1, je vous rappelle, c'est la fonction quantile. Donc si vous prenez la fonction quantile et vous l'appliquez à u, alors vous récupérez une variable aléatoire dont la fonction de répartition est un grand F. Okay. C'est un théorème de proba. Okay. Je peux vous le démontrer, c'est très simple. Hein. Je prends juste un petit x et je vais me demander quelle est la fonction de répartition de cette variable, que j'avais noté ici, grand x. Donc quelle est la fonction de répartition de cette variable-là? Je vais montrer que c'est égal à f. Okay. Donc, ce que je vais calculer, c'est la probabilité que f-1 de u soit plus petit ou égal à x. Okay. Ben, j'ai quelque chose qui est plus petit que l'autre. Okay. Je sais que ma fonction f, elle est croissante. Okay. Dans ces cas-là, je sais que f de la première grandeur est plus petit que f de la seconde. Okay. Donc, c'est exactement ce que je raconte ici, sauf que j'utilise maintenant le fait que f de f-1, c'est la variable sous-jacente, c'est u. Okay. Donc, c'est la probabilité pour que u soit plus petit ou égal à f de petit x. Et comme U est uniforme, la fonction de répartition, c'est tout simplement f de x. Donc ce que je lui montre ici, tout simplement, c'est que la fonction de répartition de ma variable f-1 de u, c'est précisément f. Donc effectivement, f-1 de u, ça suit une loi qui est un grand F. Okay. Donc, d'une manière un tout petit peu différente, dans un langage peut-être un peu plus informatique, si vous avez un générateur de nombres aléatoires, donc si vous êtes capable de générer des U, en prenant f-1 de U, vous allez générer des échantillons de n'importe quelle distribution qui s'arrive.
Ok, donc c'est ce que je fais par exemple ici, où sur le graphe de gauche, je vous ai mis des tirages de lois uniformes et je vous ai construit l'histogramme. Ok, on voit effectivement que je suis assez uniforme. Alors uniforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai à peu près autant de chances d'être entre 0 et 5%, qu'être entre 5% et 10%, qu'être entre 10% et 15%. C'est le fait que la probabilité de tomber dans un intervalle de taille donnée ne dépend pas de l'endroit où je me trouve. Ok, je me donne une fonction d'impartition. Donc en l'occurrence, ça ressemble à une fonction d'impartition de la normale n01. Ok, je tire un nombre au hasard. Donc je tombe par exemple ici sur 0,8. Je récupère son antécédent, qui doit être un petit peu plus petit que 1. Et dans ces cas-là, après, je le fais pour les 10 000 points que j'avais générés. Je récupère cette belle histogramme avec entrée pointillée, la loi normale N01, sa densité. Et on voit qu'effectivement, j'ai récupéré un échantillon qui suit une loi normale N01. Okay, je vous l'ai fait ici d'un point de vue numérique. Okay, la fonction pour générer du hasard, c'est la fonction RUnif sous R. Okay, donc ici, je vous ai généré 100 valeurs uniformes sur 0,1. Okay. Alors, j'affiche que 2 décimales, mais les nombres sont beaucoup plus longs. Hein, c'est les réels de R. Okay. Je prends une fonction quantile, donc, que j'appelle Q de manière générique, mais vous pouvez prendre n'importe quelle fonction quantile. Et je prends Q de U, et dans ces cas-là, mon échantillon devient mon échantillon normalisé. Okay. Alors, je suis en train de regarder, je pense que j'ai triché d'ailleurs, puisque ça ne correspond pas. Puisque normalement, si jamais vous prenez 0, normalement Q de U doit être égal à. Si vous prenez 50%, Q de 50% doit être 0. Quand vous êtes plus petit que 50%, vous devez être négatif. Quand vous êtes plus grand, vous êtes positif. Et on obtient donc le 26% me donne 1. Je suis un peu sceptique. Okay. Donc voilà. Donc manifestement, il y a un problème dans mon slide, mais c'est pas très grave. Je pense que j'ai dû faire 2 copier-coller après avoir rappelé la fonction de uniforme ici. Mais bon, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que si jamais vous savez générer des lois uniformes, vous savez générer n'importe quelle loi. Okay, donc c'est ça le point important. Maintenant, le problème, et c'était un petit peu ce que j'évoquais dans mes slides précédents, c'est qu'il y a plein de cas où en fait on ne connaît pas la vraie distribution. Okay, c'est le problème de la stat, c'est que souvent j'ai un échantillon, mais je ne sais pas quelle était la loi sous-jacente. On a vu qu'on avait la fonction d'impartition empirique. Donc on s'était dit, bah, peut-être que je pourrais tirer en fait suivant f chapeau. D'accord. Donc c'est ce qui est. Je ne sais pas pourquoi j'ai un 0 ici. Donc f de x, c'est la fonction d'impartition. Donc on avait vu qu'on pouvait construire la fonction d'impartition empirique, ce f chapeau, okay, qui est tout simplement le nombre d'observations plus petit ou égaux à petit x divisé par n. D'accord. Donc c'est les fonctions qu'on avait tracées dans le slide précédent, sur les estimateurs non paramétriques de fonctions d'impartition. Okay. On a plein de propriétés, je vous l'avais dit oralement, on a les propriétés de convergence, donc on peut montrer que f chapeau tend vers f, et en fait on peut même montrer qu'on a une convergence uniforme, okay, dans le sens où AX, enfin, si je prends le maximum de la différence entre f chapeau et f, ça va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Okay, donc c'est des propriétés vraiment fortes, on est assuré de converger avec cet estimateur vers la bonne valeur. Ce qui sera plus ou moins pas forcément le cas dans les modèles paramétriques. Pourquoi? Parce qu'il suffit que j'estime une loi normale sur une distribution exponentielle. Okay, ce n'est pas parce que vous augmentez la taille de votre échantillon que vous allez tendre vers la bonne distribution. Okay, quand vous n'êtes pas dans la bonne famille, vous avez ce qu'on appelle une erreur de modèle, de mauvaise spécification, et donc il n'y a pas de chance pour que ça converge. Ici, je n'ai pas de modèle, donc je ne peux pas me tromper. Okay, donc, en tout cas, je n'ai pas de modèle paramétrique. D'accord. Donc cette grandeur tend vers la bonne valeur. On pourrait se dire qu'on peut utiliser aussi ce f chapeau pour générer du hasard. Est-ce que je peux utiliser la méthode précédente, c'est-à-dire dire je tire des nombres au hasard suivant U et je vais utiliser f chapeau moins 1 de U. Alors, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour regarder ce que c'est que ce f chapeau moins 1. Le f chapeau moins 1, je vous avais dit, on le construit en inversant la fonction d'impartition. Okay, si jamais je tombe au hasard sur 0,7, comment je récupère l'antécédent? Je récupère l'antécédent tout simplement en revenant ici. J'ai une fonction d'escalier. Donc, ce que ça veut dire, techniquement, c'est que quand je tire un nombre au hasard, je vais forcément tomber en fait sur un point de discontinuité. Okay, pourquoi? Parce qu'entre les points de discontinuité, je suis plat. D'accord? Donc, à moins de tomber exactement sur 0,8 ou 0,6, mais ça, je vous rappelle que la probabilité de tomber sur un nombre précis quand vous avez une loi uniforme, c'est 0, strictement 0. D'accord? Donc, je vous renvoie à un cours de mesure. Okay, la probabilité de tomber sur une valeur précise quand vous avez une loi continue, c'est 0. Okay, donc,
si jamais je prends un nombre qui ne tombe pas exactement sur les valeurs que j'obtiens, donc qui sont les K sur n, okay, donc si je ne tombe pas sur un nombre tel que multiplié par n, je tombe sur un nombre entier, je vais forcément tomber sur un endroit où j'ai un saut. Et qui dit tomber sur un saut dit que je vais forcément tomber sur mon antécédent qui se trouve là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand tiret suivant f chapeau, ça veut tout simplement dire en fait choisir une observation dans mon échantillon. Donc ça veut dire que, en l'occurrence ici, si jamais je prends l'antécédent de la dernière valeur, je vais tomber sur la valeur qui est proche de 6.5. Okay, si jamais j'étais parti d'ici, je serais tombé sur la valeur qui est proche de 4.3. Donc première chose, les f chapeau moins 1 n de u, ils appartiennent forcément à une valeur de mon échantillon. Donc ça, c'est la première chose, c'est intéressant, c'est qu'en fait, ma variable aléatoire x, qui était mon f moins 1 de u, c'est pas n'importe quoi, c'est une loi qui prend des valeurs très précises qui sont exactement les valeurs de mon échantillon. Quand est-ce que je tombe sur le maximum? Je tombe sur cette valeur ici, tout simplement, quand j'étais tombé sur le U dans la partie supérieure de mon graphique, c'est-à-dire quand j'étais tombé entre 0.8 et 1. Okay, quand est-ce que je tombe sur la valeur juste avant? Quand j'étais entre 0.8 et 0.6. Mais tous les sauts, ils ont la même taille. Tous les sauts, ils sont de taille 1 sur n. Donc ce que je suis juste en train de vous dire, c'est qu'ici, comme j'ai un saut de 1 sur n, comme je suis uniforme sur 0,1, il y a une chance qui est précisément 1 sur n, de tomber sur l'intervalle 1, 1 moins 1 sur n. Et j'ai aussi une chance de 1 sur n de tomber dans l'intervalle d'avant. Et en fait, j'ai une chance de 1 sur n de tomber dans chacun des intervalles. Donc ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que faire f chapeau moins 1 de u, ça revient tout simplement à choisir une valeur dans mon échantillon avec une chance de 1 sur n. Mais ça on connaît, ça c'est un tirage dans une boule. Okay, j'ai une boule avec j'ai une urne avec n boules, je prends une des boules, la 7e observation, c'est ma 7e observation. Okay, alors pour pouvoir continuer à faire des tirages, il faut que je remette ma boule dans mon urne, je remélange, je repige une boule, la 3e. Hop, je remélange en la remettant, hop, je retombe sur la 7e. Mais ça c'est possible. C'est possible de retomber sur la plus grande observation, c'est juste que en faisant mes tirages de loi uniforme, la première fois je suis tombé sur 0,82, puis la deuxième fois je suis tombé sur 0,95. Okay, donc je peux tomber plusieurs fois sur la même valeur. Et c'est exactement ce que ça nous raconte ici. J'ai mon échantillon, donc en l'occurrence ici j'ai mes 5 valeurs. Okay, quand je vais tirer suivant la loi empirique, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste en fait tirer dans mon échantillon avec une chance de 1 sur n. Donc effectivement, la plus petite valeur, qui était à 4.16, je vais la piger plusieurs fois. Okay, mais c'est normal, c'est ce qu'on va appeler donc des tirages avec remise. Okay, donc je vous laisse donc reprendre ce qui est raconté ici. Donc c'est la méthode inverse, c'est-à-dire tirer suivant f chapeau moins 1, c'est du resampling, okay, donc du rééchantillonnage, où je vais tirer dans mon échantillon avec probabilité égale à 1 sur n. C'est ce qu'on appelle aussi des tirages avec remise. Pourquoi? Parce que sinon, je ne pourrais pas tirer plus de 5 fois. Quoi. Si vous avez 5 observations, je me contente de les permuter. Okay, ici, on n'est pas sur un problème de permutation, je suis vraiment sur un problème, je veux générer un échantillon de taille 1000 à partir de 5 observations. Je vais juste retirer chaque fois, parmi ces 5 valeurs, à chaque fois avec une chance sur 5. Okay, donc il y a des moments où ça va suivre, même. Il y a même 3 cas pour lesquels ici, j'ai 3 fois de suite la même valeur, mais ça c'est juste que statistiquement, c'est possible d'avoir 3 tirages de loi uniforme qui sont entre 0 et 20%. Okay, alors cette méthode, elle a un nom en statistique, c'est ce qui s'appelle le bootstrap. Voilà. Donc le bootstrap, c'est juste techniquement créer un nouvel échantillon. Alors, le bootstrap, c'est un petit peu plus que ça. C'est recréer un échantillon de même taille, okay, en faisant un tirage avec remise. D'accord? Donc là encore, je vais pouvoir peut-être observer plusieurs fois la même valeur, peut-être que la première valeur sera tirée 3 fois, okay, mais je veux créer un échantillon de la même taille que mon échantillon de base en retirant mes observations. Donc ça a du sens, cette technique de rééchantillonnage, c'est tout simplement la méthode de Monte-Carlo appliquée à la fonction de répartition empirique. Okay, donc si j'essaie de formaliser ça un tout petit peu, et à quoi ça va nous servir, je vais peut-être faire une distinction un peu plus formelle. Donc je vais séparer la partie gauche et la partie droite. Donc, premier cas, je vais m'intéresser à ce que je vais appeler le vrai monde. Okay, donc, dans le vrai monde, quand on veut faire de l'échantillonnage, quand on regarde les propriétés d'un échantillon, en tout cas, je suppose que j'ai un échantillon
x1, xn, qui a une distribution grand F que je ne connais pas. Okay, je ne la connais pas, mais je peux construire sa fonction de répartition empirique. J'ai un paramètre, okay, θ. Classiquement, en fait, ce qu'on va construire, c'est θ chapeau, qui est l'estimateur associé à la fonction de répartition empirique. Okay, ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais je vais vous formaliser dans le slide suivant. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que si votre paramètre θ, c'est la moyenne, okay, donc c'est jamais que l'intégrale de x des f de x, dans ces cas-là, je peux montrer que le θ chapeau classique, qui est la moyenne empirique, c'est jamais que la même statistique t, mais appliquée à ma fonction de répartition empirique. Okay, dans ces cas-là, je peux m'intéresser à un terme d'erreur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va largement étudier. On va s'intéresser à la différence qui existe entre mon estimateur et la vraie valeur, mais d'un point de vue théorique. Okay, et je peux éventuellement m'intéresser à une standardisation. Donc la standardisation, je passe rapidement parce que c'est les notions de statistique pivotale. C'est un problème un tout petit peu technique, mais on le reverra quand on fera des tests. Quand on fait des tests, on aime bien normaliser, essentiellement parce que ça fait apparaître des lois qui n'ont pas de paramètres. En gros, ça fera apparaître des lois normales, des lois de Student, okay, pour lesquelles, en tout cas, la loi de Student a un paramètre, mais c'est des degrés de liberté, et ça, on le maîtrise. L'idée, c'est que je voudrais bien avoir des lois pour ces objets-là, donc pour ce genre de grandeur, qui soient des lois qui ne dépendent pas, en tout cas, de θ. Okay. Donc, c'est cette idée de normalisation de nos statistiques qui va être importante par la suite. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, on peut non plus travailler sur l'échantillon qu'on avait observé, mais on peut créer des faux échantillons. D'accord ? Donc, c'est un problème assez important de statistique computationnelle, c'est de dire, et là je reviens sur les fondements de la statistique. La statistique vous dit, en tout cas la statistique descriptive, c'est vous avez un échantillon, vous pouvez construire des grandeurs qui sont la moyenne empirique, la variance empirique. Et souvent on s'arrête là. La statistique mathématique vous dit, votre échantillon, derrière se cache un modèle, se cache des variables aléatoires. Donc tout d'un coup, je vois mes observations petit 1, petit xn comme des réalisations de variables aléatoires. Et je me dis, supposons que mes distributions suivent une distribution f, qu'est-ce que je pourrais dire des différentes quantités que j'essaie d'estimer? Donc on peut faire la moyenne, la variance, et donc je peux dire que la moyenne, par exemple, si jamais j'avais un échantillon qui était supposé être gaussien, elle doit suivre une loi normale. Si jamais ce n'était pas gaussien, ça va tendre vers une loi normale. Je peux avoir toutes sortes de propriétés, mais c'est des maths. Pour avoir toutes ces propriétés, je fais des calculs de maths basés sous des hypothèses de loi. Là, et pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? Ce qu'on est en train de dire, l'histoire de la StatMath, c'est de dire si jamais j'avais eu deux échantillons, si jamais j'avais eu un autre échantillon avec la même loi, j'aurais obtenu un autre estimateur. Puis si j'avais un autre échantillon, j'aurais encore un autre estimateur. Puis encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Le fait qu'on ait une distribution pour un estimateur de la moyenne, c'est le fait que si jamais j'avais obtenu 1 milliard d'échantillons de taille 100, ben dans ces cas-là, j'aurais obtenu une belle distribution qui serait la distribution théorique de mon estimateur si jamais j'avais ma propriété grand F. Là, ce que je suis en train de vous dire dans cette capsule, c'est que la partie StatMath dans laquelle on fait des calculs en supposant qu'on connaisse la loi et qu'on regarde un petit peu comment ça se comporte, je la mets de côté en me disant je ne veux pas connaître la loi, je ne pourrai jamais la connaître. Donc c'est tricher, la StatMath fondamentalement c'est tricher, c'est de se dire je fais comme si je pouvais imaginer la distribution, je vais regarder ce que ça donnerait et je construis un intervalle de confiance, je construis toutes ces choses-là. Là, je n'ai pas envie de faire cette hypothèse parce qu'en fait je ne connais pas ma vraie loi. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que l'hypothèse, supposer qu'on ait une distribution F et que tout d'un coup mon échantillon, je peux le voir comme étant une collection de variables aléatoires, je vais le remplacer par quelque chose qui est et si je pouvais créer 1 milliard d'échantillons? Je peux le faire avec des simulations. Donc je vais m'amuser à créer des faux échantillons, okay, puis on va regarder comment se comportent les estimateurs et récupérer leur distribution. Je vous fais dans un cadre un peu théorique pour commencer, donc il y a une slide un peu formelle de ce que je vais vous faire par la suite, et c'est ça qu'on va faire ensuite, c'est de se dire, ok, j'ai observé un seul échantillon, mais je peux peut-être me créer des faux échantillons, tout simplement en tirant suivant la loi empirique. Okay, donc j'avais ma distribution empirique, okay, donc c'est ce que je vous raconte ici, j'ai mon F chapeau. Mon F chapeau, il existe tout le temps. Ben, je peux créer un faux échantillon. Donc dans ce monde, ce que j'appelle le monde bootstrap, c'est de dire, ok, j'ai un faux échantillon, mais je peux faire tout ce que j'avais fait auparavant. C'est-à-dire, je peux construire un estimateur, je peux avoir mon estimateur bootstrappé, et donc ce qui va m'intéresser, c'est comment est-ce que je me place par rapport à mon estimateur précédent. C'est que, ok, je suis tombé sur une moyenne d'1,75 m pour la taille de mes étudiants, mais si jamais j'avais un autre échantillon, je tomberais sur 1,73 m. J'en aurai un autre, j'aurai 1,74 m. J'en aurai un autre, j'aurai 1,77 m. Donc ça nous permet de comprendre que notre estimateur, il a une variance. Il y a une variance parce que si jamais j'ai un autre échantillon, ça bouge. Okay, donc on a d'autres valeurs, on a une variance. Okay, c'était caché dans le monde de la StatMath parce que je ne m'amusais pas à recréer des échantillons. Je me disais juste, bah, je vais calculer l'intégrale de ma grandeur sous la distribution f, parce que je fais comme si je connaissais f.
Ici, je vais pas faire comme si, je vais vraiment créer des échantillons. OK? Donc le formalisme, il est là. Si jamais ça paraît encore complètement obscur, on oublie, je vous fais des applications et vous pourrez revenir dessus. Mais je suis juste en train de formaliser ce qu'on va faire par la suite. Exemple de ce que je suis en train de vous raconter. Euh, Supposons que les paramètres d'intérêt, donc mon paramètre d'intérêt va toujours s'appeler θ. Encore une fois, je reviens sur l'idée qu'on essaie de faire peut-être, d'utiliser du bootstrap en tout cas dans un problème paramétrique. Okay, c'est ce qu'on va nous faire par la suite. Donc mon estimateur θ, si jamais c'est l'espérance, ben dans ces cas-là, c'est l'intégrale de df de x, c'est ce que je vous disais tantôt. Si jamais je construis mon estimateur θ chapeau, mon estimateur θ chapeau, ben ça pourrait être la version sample base, donc basée sur mon échantillon de la même statistique. Donc je garde ma fonction T de f, okay, qui était indiquée ici, sauf que je remplace f par sa fonction d'impartition empirique. Alors, je passe sous le fait que la mesure empirique associée à ma fonction d'impartition empirique, c'est des masses de Dirac en 1 sur n, okay, mais c'est ce qui est raconté ici. Je dis juste que je vais vous mettre tout simplement des masses de Dirac de 1 sur n à chaque fois que j'observe une observation. Donc ça va me faire tout simplement la somme de 1 sur n en chacun des x. Donc ça me donne bien que la moyenne empirique, c'est cet objet-là. Je peux faire la même chose sur la variance. La variance, c'est une certaine fonction de ma distribution. En l'occurrence, c'est l'intégrale de x2 df de x, moins, c'est le fait que c'est l'intégrale de x à la 2, moins le carré de l'espérance, que je retrouve ici. Alors, dans ces cas, je peux construire mon estimateur empirique tout simplement en remplaçant par la fonction d'impartition empirique. Et je retombe sur la formule usuelle qui est que c'est 1 sur n la somme des xi carrés, moins la moyenne empirique au carré. Okay, ben ça, je vais l'appliquer sur les problèmes d'estimation. Okay, pour construire les intervalles de confiance. Donc, je vais m'amuser à construire des échantillons. Okay, donc, je vais m'amuser à générer plein d'échantillons. Donc, je pars d'un échantillon de base qui va être, je vais juste le faire tranquillement. Je partais d'un échantillon de base qui était x1, xn, ce qui m'avait permis de construire un seul θ chapeau. Là, ce que je vais faire, c'est que je m'amuser à construire un premier échantillon, tout simplement en rééchantillonnant, ce qui va me donner à nouveau un θ chapeau étoile. Okay. Je vais peut-être me mettre un peu plus bas, comme ça vous verrez mieux. Ça me donnerait une autre valeur, mais qui est aussi vraisemblable que la première. Puis je vais en générer un autre. Ce qui va me donner une autre valeur. Puis je répète ça plein de fois. Je répète ça combien de fois? Je répète ça grand B fois. Alors peut-être que grand B, on pourrait dire qu'on en fait 1000. Alors techniquement, c'est mieux des fois de prendre une valeur non entière, qui tombe par rond, et qui soit impair. Donc par exemple, classiquement, on prendra genre 999 ou 9999. Essentiellement, parce qu'après, on va chercher des quantiles. Et il s'avère que les quantiles, c'est plus simple à obtenir quand vous avez un nombre impair d'observations. Okay, je vous rappelle la médiane. Si jamais vous avez 4 observations, la médiane, on sait qu'elle est comprise entre la deuxième et la troisième valeur, mais elle n'est pas unique. Si jamais vous cherchez la médiane, quand vous avez 101 observations, vous prenez la 50e. Okay, donc c'est ça qu'on va faire essentiellement parce qu'après on va chercher des quantiles. Donc en l'occurrence, les quantiles, souvent à 2,5%, 5%, 10%, ce genre de choses. Okay, donc comment est-ce que je vais faire ça? Je peux récupérer déjà la fonction de distribution de toutes les valeurs que je vais récupérer. Donc je vais récupérer tous mes estimateurs. Donc je vais prendre toutes les moyennes que je vais récupérer en faisant plein de moyennes de taille de mes élèves. Okay, puis je peux regarder leur distribution. Okay, donc ça, c'est tout simplement la fonction de répartition empirique de mes estimateurs qui ont été créés en créant plein d'échantillons. Okay, donc comment je peux récupérer un intervalle de confiance pour mon θ? Tout simplement en disant que je vais prendre les quantiles empiriques. Donc je vais prendre les valeurs pour lesquelles j'étais plus de 5 fois pour 5%, dans 95% des cas, quand je les ordonne. Okay, donc ça va me donner la borne 1 fois 5%, puis je fais pareil pour 95%, ça me donnera un intervalle de confiance à 90%. Okay, donc ça, c'est ce qui s'appelle dans la littérature la méthode pourcentile. Donc je vais prendre mes quantiles empiriques que j'observe sur tous mes échantillons. Okay, soit je prends ce qu'on appelle la version studentisée, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de chances pour que θ chapeau moins θ, ça suive à peu près une loi de student ou une loi normale. Bon, je préfère dire que c'est une loi normale parce que c'est plus simple. Okay, classiquement, la seule chose, c'est que si jamais j'ai peu de données, effectivement, ce ne sera pas une loi normale. Mais ce qu'on va s'amuser à faire, c'est ce genre de choses. Donc, regardez la distribution entre la valeur que j'obtiens dans mon échantillon. Donc, je ne vais pas juste prendre la moyenne que j'obtiens sur mon échantillon. Je vais prendre la moyenne de mon échantillon bootstrappé, moins la moyenne que j'avais dans mon échantillon de départ. Puis, je vais le normaliser. Okay, donc ça va me donner une statistique pour lesquelles je peux récupérer des niveaux de quantiles. Et là, je vais reprendre l'estimateur classique des
des intervalles de confiance qui sont la valeur centrale plus ou moins une certaine statistique fois la valeur de l'écart type. Okay, donc plus ou moins 1,96 de manière générale fois tout l'écart type. Là, ce que je suis juste en train de dire, c'est que ça se trouve, le 1,96, il est faux, parce que mon échantillon, il n'est pas vraiment gaussien, ou il n'est même pas vraiment student. D'accord? Donc, on va prendre les quantiles empiriques qu'on observe pour la statistique studentisée. Okay, c'est un peu formel. Si vous l'avez déjà vu, tant mieux, ça vous paraîtra limpide. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est peut-être un petit peu abstrait. Je vais vous le montrer sur une simulation. Donc, supposons que je m'intéresse à la taille de mes élèves. Okay, donc, je mesure la taille de mes élèves. Donc, mon échantillon X, c'est la taille de mes élèves. D'accord? Donc, j'ai un objet sous-jacent qui est ce X, qui est la taille de mes élèves, qui est ce X1, Xn. J'ai une seule observation. Donc, avoir une seule observation, ça me donne un chiffre. Encore une fois, on revient à l'aspect statistique descriptif. J'ai un chiffre, mais je veux un intervalle de confiance. Où doit se trouver ma moyenne dans 95% des cas, sachant que j'étais parti d'un échantillon de mémoire de taille 200. Donc, soit vous supposez que vous avez une loi normale, vous faites votre intervalle de confiance, etc. Soit vous vous dites, je vais créer des faux échantillons. Et c'est ce que je fais ici. Je vais créer 99 valeurs pour la moyenne, okay, parce que je vais créer 99 échantillons. Comment est-ce que je bootstrap? Tout simplement en disant que j'ai besoin de rééchantillonner. La fonction de rééchantillonnage sous R, c'est la fonction sample. Donc, quand vous lui dites de faire un sample, ça veut dire tire-moi dans une population. Donc, sample de 1, 2, 3, ça va me tirer au hasard dans 1, 2, 3. Combien de fois ça va tirer? Ça va tirer le nombre de fois que je lui demande, c'est-à-dire, en l'occurrence, la même taille que mon échantillon, et je lui demande de faire des tirages avec remise. Okay, donc, peut-être que le premier tirage, il va me dire, prends la 7e observation, puis prends la 15e, puis prends la 8e, puis prends la 7e, puis prends la 13e, puis prends la première. Okay, donc, c'est en fait les indices que vous allez considérer. Donc, Xi, ça va être mon échantillon bootstrappé, et je stocke la moyenne. Okay, donc, et je stocke ça dans mon vecteur M. Okay, donc, premier échantillon bootstrappé, je crée un échantillon de valeur possible. Tout simplement, vous avez tirage avec remise dans ma population. Je prends la moyenne empirique et je la garde. Je refais la même chose, deuxième échantillon, je garde la valeur. Et donc, mon vecteur M va stocker comme ça 999 valeurs possibles pour la moyenne, tout simplement en rééchantillonnant. Alors, ce que je vous disais tantôt, c'est que je pouvais construire cette distribution qui est la distribution de mon tête à chapeau. Alors, plutôt la distribution empirique de mes têtes à chapeau étoiles, de tout ce que j'ai obtenu. Donc ça va me donner quelque part la distribution théorique de mon estimateur. Théorique dans le sens, non pas que j'ai fait des calculs de maths, dans le sens où numériquement, je suis capable de vous représenter la distribution de X bar. Okay, donc X bar, je ne sais pas si vous connaissez cette distribution. Moi, je la connais dans un cas, c'est le cas où mes observations sont gaussiennes. Si jamais mes observations sont gaussiennes, je sais que X bar est gaussien. Si jamais mes observations ne sont pas gaussiennes, je sais que X bar tend vers une loi normale. Sauf que si jamais je n'ai pas assez d'observations, 200, on pourrait se dire que c'est assez, mais on ne sait pas. Okay, je pourrais m'amuser à regarder la distribution, mais dans ces cas-là, on récupère l'histogramme qui se trouve à droite. Et ça me rassure parce qu'effectivement, je suis proche de la loi normale. Okay, alors, je vous ai fait une estimation de la densité, comme on avait vu avec des noyaux. On voit qu'on a une petite différence par rapport à la loi normale, mais c'est, je pense, essentiellement dû au fait qu'on a en fait des valeurs numériques qui ont été tronquées. Donc, les données sont en centimètres points. Okay, donc, j'ai 1,69 m et pas 1,69,83 m. D'accord. Donc, les données ont été tronquées. Et donc, oui, c'est juste une erreur d'arrondi qui est capturée parce qu'en fait, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai cette petite différence, mais c'est aussi peut-être lié au fait que ma distribution sous-jacente n'était pas gaussienne. Je vous l'ai dit, peut-être que c'est un mélange de loi normale. Dans ces cas-là, je ne sais pas trop si X bar, ça suit une loi normale. Probablement non. Okay, donc peut-être que X bar est encore un mélange de gaussienne, alors, qui va avoir tendance à se rapprocher. Donc, si jamais j'avais 1 million d'individus observés, peut-être que j'aurais effectivement ma belle loi normale, mais à 200, je suis peut-être un petit peu juste. Okay, donc, j'obtiens mes quantiles empiriques. Okay, à 2,5%, 97%, qui me dit, compte tenu du fait que tu n'as que 200 observations, ok, ta moyenne, elle était peut-être à 1,77 m ou 1,78 m, je suis là probablement ici que pour les hommes, okay, donc effectivement, ma moyenne était aux alentours de 1,78 m, okay, dans ces cas-là, je peux te dire qu'il y a 95 chances sur 100 pour que, compte tenu du biais d'échantillonnage, tu n'as que 200 observations, la vraie moyenne dans la population totale, elle est sûrement comprise entre 1,77 m et 1,79 m. Okay, donc ça me permet d'avoir un intervalle de confiance sans avoir fait d'hypothèse de normalité, sans avoir fait aucune hypothèse de loi. Okay, c'est juste numériquement, je me suis contenté de lui demander de me générer plein d'échantillons et de regarder
c'est quoi les quantiles que j'obtiendrai avec 12 échantillons. Je génère presque 1 millier d'échantillons, je regarde la moyenne empirique que j'aurai. Alors, la méthode studentisée dont je vous parlais, c'est de dire, je calcule l'écart type, je calcule ma distribution studentisée de ma moyenne, okay, ce qui va me donner mes quantiles. Okay, donc mes quantiles, en l'occurrence, ça va être les petits u dont je vous parlais, donc ils doivent être proches, je pense, de moins 1,96 et 1,96, okay, puisqu'on est quand même très proche de quelque chose de gaussien. Et je peux construire mon intervalle de confiance, donc qui est cette fois-ci non plus la méthode basée sur les pourcentiles, qui était la première méthode que je vous ai présentée, mais la méthode basée sur la studentisation, qui vous dit on continue à créer un intervalle de confiance qui sera symétrique, qui sera centré sur la moyenne, et qui sera ce plus ou moins 1,96 fois l'écart type observé sur ma population. Okay, ce qui est rassurant, c'est que les deux sont très proches, quoi. Mon 1,76,75, c'est 1,76,74. Mon 1,79,38, c'est 1,78,39. Okay, donc, les deux sont très très proches. Donc, c'est rassurant. Moi, je suis plutôt partisan de la première méthode. Je me contente de faire du non paramétrique. Vous générez plein d'échantillons. Vous avez votre quantile inférieur, votre quantile supérieur. C'est votre intervalle de confiance. Okay, donc, ça me permet de construire mon intervalle de confiance. Il est très exactement là. Okay, donc, il vous dit la taille moyenne dans votre population, elle est comprise entre un peu plus d'1,76 m et un peu plus d'1,79 m. Okay, compte tenu essentiellement du biais d'échantillonnage. C'est ça qu'on essaie de capturer ici. C'est le biais d'échantillonnage, le fait que j'ai uniquement N observations dans ma population. Donc c'est ça que ça vous raconte. Est-ce que c'est cohérent avec ce que nous dit la StatMat? La StatMat me dit oui, je suis capable de faire des intervalles de confiance, en particulier j'ai des propriétés sur le maximum de vraisemblance. Okay, le maximum de vraisemblance, je vous ai dit, résultat de StatMat, que il était asymptotiquement gaussien. Donc j'avais que cet état chapeau n. Donc je pouvais construire la vraisemblance. Alors la vraisemblance, elle est un petit peu tordue ici parce que je reviens un petit peu sur les exos classiques de StatMat où on vous dit, en tout cas quand vous voulez faire du maximum de vraisemblance univarié, on vous dit vous avez une loi normale dont vous ne connaissez pas mu vu que vous connaissez sigma 2. Ici, je suis sur des vraies données, je ne connais pas sigma 2. Alors je vais tricher un tout petit peu. On va supposer qu'on connaît le sigma 2 et mon sigma 2 ici, je vais supposer qu'il vaut 6,5 à la 2. Okay, donc là, j'ai un petit souci, c'est que je ne sais pas forcément ce que peut être la moyenne. Donc, je vais faire de l'optimisation. Je vais dire, supposons que j'ai une loi normale θ et de variance 6,5 à la 2 et cherchons le maximum de la vraisemblance. Okay, donc, je regarde tout simplement les densités de loi normale de moyenne M et d'écart type 6,5 et je cherche le maximum de ma vraisemblance associée. Il me dit que mon maximum, il est atteint très exactement ici, à 1,78. Okay, et ce que nous dit la théorie, c'est que je devrais être asymptotiquement gaussien. D'accord, donc, on peut aller vérifier ce que ça veut dire. Alors, pour ça, je vais tout simplement faire du maximum de vraisemblance théorique, puis aller vérifier que j'ai bien ma normalité. Okay, donc là, je le fais sur un échantillon un peu plus grand. Je fais quasiment 100 000 tirages. Okay, donc, qu'est-ce que je fais? Je rééchantillonne ma base de données, je calcule ma vraisemblance et je récupère le maximum de ma vraisemblance. Donc là, je ne suis pas en train de vous faire du bootstrap tel qu'on le faisait auparavant. Je suis vraiment en train de rééchantillonner pour vous montrer qu'effectivement, l'estimateur du maximum de vraisemblance, il est gaussien. Okay, donc, je vais stocker. Donc, je crée un échantillon. Donc, avec la notation précédente, je crée un x1 étoile, xn étoile. Et sur cet estimateur, je vais créer sur cet échantillon, je vais créer un estimateur θ chapeau étoile. Donc, c'est le maximum de vraisemblance. Donc, le maximum likelihood estimator. Okay, donc, je le crée tout simplement en optimisant ma vraisemblance. Donc, je fais ici 10 000 problèmes d'optimisation. Je stocke toutes ces valeurs et je regarde à quoi ça ressemble. Effectivement, on observe que c'est quasiment normal. Donc, effectivement, je vous ai prouvé que l'estimateur du maximum de vraisemblance, il était gaussien à peu près, ce qui correspond à la propriété théorique qui dit, on sait théoriquement que le maximum de vraisemblance est asymptotiquement gaussien. D'accord? Donc, je vous ai fait cet exemple pour insister sur le point très important qui est cette différence profonde de paradigme, cette culture très différente entre l'aspect StatMat où on se contente de faire des théorèmes de maths, okay, la convergence de l'estimateur du maximum de vraisemblance vers une loi normale, c'est basé sur des calculs de proba, on fait du développement de Taylor, on récupère des distributions asymptotiques, donc le développement de Taylor, c'est des propriétés asymptotiques. Là, je ne fais absolument aucune hypothèse. Ce que je vous dis, c'est, je ne sais pas ce que ça suit, le maximum de vraisemblance, mais je peux faire des simulations. Okay, donc la théorie me dit ça, mais si jamais je ne le sais pas, je peux quand même faire des simulations
c'est ce que je fais là. Et ce que je suis juste en train de vous montrer avec des simulations, c'est qu'effectivement, il semblerait que l'estimateur du maximum de vraisemblance, à peu près, soit gaussien. Alors, c'est vrai parce que n vaut 200, ce qui est quand même pas mal. D'accord? Donc, mon estimateur semble être effectivement gaussien. Donc, votre estimateur, alors, on a des petites bosses, on a des petits trucs un peu bizarres. Hein. Mais ça, c'est lié au fait que peut-être que j'ai deux observations qui sont un petit peu bizarres, qui sont un petit peu atypiques. Et pour peu que je tire 10 fois mes deux observations bizarres, bah, ça va mettre une petite masse qui va être un peu gênante. Donc, effectivement, c'est possible de tomber sur des valeurs un peu plus grandes. Mais grosso modo, je suis quand même sur une distribution qui semble être gaussienne. Donc, les méthodes de simulation, et je vous renvoie vers plusieurs livres que j'avais évoqués. Il y avait le livre de Efron et Asti, qui était la version en français, c'était modèle statistique à l'ère de l'ordinateur. Et c'est vraiment ça que ça vous raconte. C'est à partir du moment où vous savez simuler toutes les propriétés théoriques que vous avez vues en stat math, peuvent se retrouver tout simplement en faisant des simulations. Les simulations sont un outil incroyablement puissant, conceptuellement pour faire le parallèle avec des théorèmes de maths, mais aussi juste pour récupérer numériquement des grandeurs qui vous intéressent. Okay, donc, je peux même aller un tout petit peu plus loin. Donc, je peux tirer suivant ma vraie loi et je peux montrer qu'on récupère mes intervalles de confiance. Je peux récupérer ma variance asymptotique. Okay, donc, ma variance asymptotique, je peux vous prouver que c'est la même chose que ce que nous dit la théorie et qu'effectivement, la variance empirique qu'on avait, bah, elle était très, très proche de cette information de Fisher. Okay, donc, je vais probablement m'arrêter là, je vais m'arrêter là, puisque j'ai plus de slides après. Mais sachez que cette histoire de simulation, on va la retrouver beaucoup par la suite. C'est essentiellement en complément par rapport à tout ce qui est supposé être vu dans le cours de modèle linéaire, essentiellement parce que le modèle linéaire appliqué est un cours plutôt de mathématiques appliquées. D'accord ? Donc, on est plutôt là pour donner la théorie sur ces modèles-là. Il s'avère qu'il y a un cas particulier pour lequel on ne sait pas trop faire des intervalles de confiance. C'est le cas où on fait des GLM sur des petits échantillons. Et ça, malheureusement, ça arrive en assurance. Ça va être le problème du provisionnement. Quand on fait du provisionnement, vous avez peu de données. Et dans ces cas-là, avoir des intervalles de confiance sur vos montants de provision, je n'ai pas envie d'invoquer les théorèmes asymptotiques de type normalité asymptotique de mon maximum de vraisemblance. Donc, on fera des simulations pour récupérer des intervalles de confiance sur les montants de provision. Okay. Et c'est les méthodes qui sont recommandées d'ailleurs par n'importe quel institut d'actuaire. Les normes professionnelles sont maintenant de bootstrapper dans des modèles de régression Poisson. Donc, c'est effectivement devenu la pratique usuelle. Donc, j'ai commencé par vous présenter le bootstrap dans le contexte théorique de la StatMath, c'est-à-dire pour estimer un paramètre θ. Je vous le ferai dans le cas des modèles linéaires, en particulier parce que ça me permettra de comprendre ce que c'est que cette incertitude. C'est ça la question profonde qu'il y a dans ces slides, c'est qu'est-ce que ça veut dire le fait que j'ai un échantillon et que mon estimateur que je construis, je peux calculer son espérance et sa variance. Okay, le fait que j'ai une espérance et une variance, c'est juste les fondements de la StatMath qui consiste à dire mon échantillon est tiré sur une collection de variables aléatoires. Qu'est-ce qui se passerait si jamais je m'intéressais à mes estimateurs vus comme des fonctions de ces variables aléatoires. Okay, donc c'est vraiment ça qu'on essaye de capturer ici, sans faire de maths. Donc je ne suis plus là pour vous faire des calculs de maths, je suis juste là pour vous dire l'ordinateur il peut résoudre tout ça. D'accord. Donc encore une fois, sur thème de philosophie, vous pouvez, pour ceux que ces histoires de statistiques computationnelles intéressent, plongez-vous dans le livre d'Efron et Tibshiriani de statistiques à l'âge des ordinateurs. Okay. Il y a aussi un livre d'Andrew Gell-Mann qui vient de sortir le mois dernier qui doit s'appeler Regression and Other Stories, donc régression et histoire connexes, et autres histoires, okay, pour lesquelles en fait le point de départ c'est de pouvoir simuler et passer son temps à faire des simulations pour montrer des résultats. Donc moi je vous en parlerai dans le cas des modèles linéaires. Je vais en parler un tout petit peu plus tôt parce que ça sera utile pour quelque chose d'un peu particulier, c'est les histoires de tests. C'est que le point de départ des tests, c'est on connaît la distribution sous-jacente et dans ces cas-là on peut calculer des p-values. Il s'avère que dans beaucoup de cas on ne connaît pas la distribution exacte et en fait ce que je vais juste vous dire c'est en fait, dans les tests, on s'en fout de connaître la vraie distribution. Par simulation, on est capable de tout approcher. Okay, donc, je reviendrai probablement sur l'exemple de Kolmogorov-Smirnov. Pour Kolmogorov-Smirnov, encore une fois, il a été construit en grande partie comme ça. Enfin, l'histoire des simulations et des tabulations, encore une fois, c'est historiquement quelque chose qui a toujours existé en stats. Okay, c'est juste que dans les cours de stat maths, on se contente de faire des maths. Okay, donc, c'est juste une manière d'enseigner les stats qui sont un peu différentes. Il s'avère qu'à l'époque des ordinateurs, continuer à ne voir que des théorèmes limites et faire des développements de Taylor, c'est un peu limitant parce qu'on peut faire en fait beaucoup. Voilà. Je m'arrête ici. C'était une capsule qui était un peu dense. Soit vous la repassez et vous comprenez, soit je vous encourage à programmer.
Là encore, comme c'est des aspects computationnels, il n'y a pas d'autre solution que de se lancer dans du code. Ok. Donc, essayer de simuler des choses pour voir si jamais ça marche. Mon blog est rempli de problèmes de ce type-là, qui est que quand je me pose un problème et que je ne trouve pas de réponse, en tout cas quand je n'arrive pas à faire les maths, je simule, ce qui me donne des approximations de toutes les grandeurs. Ce qui est un peu le fondement, en fait, là aussi je renvoie peut-être à un cours où on fait des méthodes numériques en finance, et de dire, je ne sais pas calculer mon prix, je ne sais pas calculer mon espérance, bah, simulons des variables qui auraient les processus de diffusion des prix et regardons ce qui se passe, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très profond en méthode numérique, qui est devenu essentiel et qui va être un peu le cœur de ce que nous on verra un petit peu dans ce cours, mais surtout dans le cours de ACT 6100, où on utilisera abondamment les simulations essentiellement pour peut-être se dire on peut créer plein de modèles, moyenner sur les modèles et ce genre de choses. Je m'arrête là sur cette capsule, on attaquera les tests à partir de là. À très bientôt.